Je voulais vraiment faire. Et c'est pour ça j'aime beaucoup l'ambiance en France, par exemple. Là où tout le monde, dans leur poste, ils ne cherchent pas à publier 10 papiers chaque année, ils font juste ce qu'ils voulaient. Et si c'est une question qui leur intéresse vraiment. Oui, il y a une liberté ici que tu ne retrouves pas ailleurs, en fait. Oui, c'est un peu différent de nos différents endroits. En France, par exemple, CNRS, ça permet vraiment d'avoir aussi une liberté totale. Mais c'est vrai, il y a toujours la compétitivité maintenant partout dans le monde. Même en France, c'est avoir un poste à la CNRS, c'est aussi un rêve de beaucoup de monde. Donc c'est relatif, on va dire. Très bien. Est-ce que, peut-être avant de prendre des questions, tu voudrais dire un dernier mot sur la thématique de cet échange et donc sur l'universalité des mathématiques? Oui, je crois que le message j'ai parlé beaucoup de différences entre les différents pays, mais une autre chose, c'est de dire il y a une différence entre l'éducation et la recherche. Et c'est surtout au terme d'éducation, c'est plutôt plus ou moins uniforme dans différents pays. Par exemple, en France, c'est standardisé. Aux États-Unis, peut-être, quand on fait les recherches, les jeunes commencent à faire les recherches assez tôt. Donc, il y a la compétition entre c'est quand le premier papier, combien de papiers tu publies, même si tu es en licence. En Chine, c'est les Olympiades maths. Et c'est très différent, mais quand on vient à faire la recherche, il faut avoir une diversité de différentes approches parce qu'il faut avoir de différentes capacités. Et avec cet échange international, on rencontre les chercheurs partout dans le monde et ça nous permet de combiner notre force et d'être ouvert et d'écouter les autres. Et non seulement de background culturel, mais aussi peut-être de genre, de différentes façons de réfléchir, peut-être des gens qui viennent de différentes classes sociaux. Et cette diversité, ça porte toujours une nouvelle vision des choses. Même si les maths comme matière dont les résultats, ça transcende toutes les politiques. On ne parle pas de politique, on fait des maths. On transcende les genres. C'est le même résultat. C'est pour des gens de n'importe quel pays. Mais après, il y a la partie humaine de maths qui avance les maths, dont on a besoin de la diversité. Merci beaucoup d'avoir partagé ce parcours ultra inspirant, et on entend bien la différence des systèmes, puis la compétitivité de certains États, peut-être plus que chez d'autres. Alors j'imagine qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Oui, alors c'est moi qui vais vous amener le micro. Merci, c'est très intéressant. En comparaison entre l'IHES et Princeton, est-ce que Princeton ne ressemble pas par certains aspects à l'IHES et sinon, quelles sont les différences? Et puis, une deuxième question, dans votre pédagogie de l'enseignement des maths, vous compariez le système français au système chinois, est-ce que vous auriez finalement une leçon à tirer de quelle est la meilleure méthode ou la plus pertinente pour enseigner les maths? Oui. Par rapport à l'IHES et IAS, l'IHES est fondé sur le modèle de IAS, Institute for Advanced Studies, à Princeton. Et c'est aussi un institut là où les gens n'ont pas de charge d'enseignement et font que de la recherche. Et je crois qu'il y a des différences. Enfin, l'idée, c'est très similaire. Mais la différence, peut-être, IAS est beaucoup plus grand et il y a aussi d'autres matières, des sciences, de littéraire aussi. Mais l'IHES est plus petit et on est plus familial et on a des rencontres
À l'IHES, on n'a que maths et physique pour l'instant. Et c'est plus petit. En plus, par exemple, tout le monde mange en même temps pour le déjeuner. Et là, c'est un sentiment plus familial. Et à l'IAS, ça ressemble plutôt à une grande école. C'est une union de plusieurs instituts et les gens ne se croisent pas forcément. Donc, il y a des avantages, il y a des désavantages. Mais aussi, l'IHES, comme une partie en France, c'est très French, on va dire, la façon de faire les maths aussi. Et la deuxième question, c'était pour l'enseignement. Il y a une façon que j'ai préférée. Il y a une chose que je n'ai pas aimée de Class Prépa, c'est qu'il y a vraiment trop de stress pour réussir à temps limité. Et que s'il y a un élève qui est bonne, qui est créatif, qui arrive à poser la bonne question, qui arrive, comme ce prof que je vous ai raconté, il se disent « je comprends pas ». Est-ce que cette personne peut rester dans le système prépa et d'être encouragée jusqu'à la fin? Ou il y a les autres qui vont dire « moi, je suis plus rapide, j'ai les meilleures notes » et se sont découragés rapidement. Mais la bonne chose de ce système, c'est qu'on apprend vraiment les maths de façon très rigoureuse et qui est utile même pour faire les ingénieries plus tard. Donc, je n'ai pas une bonne réponse à ça. Donc, j'ai décidé de rester en France. Peut-être j'ai toujours préféré les élèves qui sortent du système français. Mais en même temps, il ne faut pas se contenter de ce qu'on avait déjà. Il faut voir, il y a d'autres possibilités. Ouais. Bon, visiblement, vous avez apprécié cette French façon de faire des maths, en tout cas. Moi, j'ai juste rapidement une petite question aussi pour vous. Vous avez parlé justement de ces différences d'enseignement et de transmission. Est-ce que vous avez l'impression que c'est révélateur aussi des différences culturelles quand on parle des mathématiques, donc au sens plus large? Oui, j'avais enseigné aussi aux États-Unis, à MIT, par exemple. Là aussi, j'ai enseigné des élèves ceux qui sont majeurs en maths, enfin, sont spécialisés en maths, et aussi des autres qui sont pas, ils sont juste des scientifiques, ils apprennent les maths. Et là-bas, j'avais l'impression que cette notion d'utilitaire est un peu plus accentuée. Peut-être c'est l'université, c'est MIT lui-même. Enfin, les élèves, il y a beaucoup de compétitions et les élèves aimeraient bien réussir à prendre le plus de cours rapidement. Et du coup, ils voient c'est quoi l'effort minimum pour avoir les meilleures notes. Et après, ils demandent, en tant que prof, il faut que leur dise qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est ça, il faut satisfaire ça et ça pour avoir la note A. Donc, il faut leur dire dès le début, c'est quoi ce que je cherche. Mais en France, on n'a pas besoin de faire ça. Tu peux poser la question. L'examen peut être très, très dur. Et les élèves font tout ce qu'ils peuvent. Et après, les profs vont voir s'ils ont fait leur effort, ils vont donner les notes comme ils veulent. Enfin, ce n'est pas... Donc, c'est pas vraiment... C'est vraiment... Je trouve qu'il faut vraiment centrer sur l'éducation pour encourager les élèves à faire le plus d'efforts possible, sans avec une promesse de bonnes notes, quoi. Enfin, oui, ça c'est un peu la différence, mais je crois que ça ne peut pas être représentatif de toutes les universités. MIT est assez spécial aussi. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que vous plébiscitez cet esprit français. Merci beaucoup pour le partage de ce parcours extrêmement inspirant. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette conférence. Par contre, je vais vous demander juste à l'issue de la conférence, on va remercier nos invités de bien vouloir rester en place parce qu'on va accueillir un autre invité et vous pourrez ensuite quitter la salle. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci.